c'est un terme qui s'est imposé récemment dans le débat public et sur Internet. Est-ce que vous pourriez nous l'expliciter? Alors déjà, oui, avant la remigration, au commencement était le grand remplacement, qui est un peu malheureusement, je dirais, le préalable à la remigration. Le grand remplacement, c'est un concept, j'insiste là-dessus, c'est un concept et pas une théorie, ça décrit une réalité qu'on est venu nommer, qu'on doit à un écrivain assez célèbre dans le monde littéraire, qui s'appelle Renaud Camus. L'idée du grand remplacement, je pense peut-être certains de vos spectateurs, des gens qui visionneront cette vidéo, en ont entendu parler à travers des personnalités politiques, je pense notamment au niveau du Front National, on a entendu Jean-Marie Le Pen, Louis Alliot, plus récemment Aymeric Choprade, parler de grand remplacement, aussi à l'UMP, quelqu'un comme Charles Becbédé, qui était candidat à Paris, et puis aussi des personnalités du monde médiatique qui ont employé ce terme, Éric Zemmour, Yvan Rioufol, donc voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez présent, ça décrit effectivement une réalité, le grand remplacement. C'est quoi? C'est l'idée tout simplement qu'aujourd'hui, dans un territoire donné, le nôtre, la France, petit à petit, la population d'origine, la population historique, est remplacée par d'autres populations, au pluriel, sur son propre territoire, qui viennent avec leurs identités, leurs mœurs, leurs traditions, petit à petit, comme ça, s'imposer dans notre pays en France. Le grand remplacement, c'est une logique de constat. Voilà, on constate cette situation. Quand on est un acteur politique, qu'on fait un constat, qu'on considère qu'il est négatif, puisque moi je fais partie de ceux qui effectivement considèrent que le remplacement de notre population historique est un drame. Hein. S'il n'y a plus de Français, ça ne s'appelle plus la France, tout simplement. Et je parle de la France, mais on pourrait largement étendre cette réflexion au niveau continental, au niveau européen. J'amène une réponse, c'est mon rôle de politique, à ce constat. La réponse politique au grand remplacement, c'est la remigration. L'idée, c'est assez simple. L'immigration massive que subissent la France et l'Europe crée des troubles majeurs. Des troubles majeurs sur le plan culturel, sur le plan identitaire, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Des troubles qui petit à petit mettent tout simplement en danger l'existence elle-même de notre pays, de notre peuple. Devant nous, face à ce grand remplacement, face à ce phénomène d'immigration massive, la logique c'est d'inverser la tendance. L'immigration massive, la réponse qu'on doit y apporter, c'est une remigration. On considère que cette période d'immigration massive, qui finalement, si on considère qu'elle commence dans les années 60, après singulièrement à la fin des années 70, avec l'instauration du regroupement familial, c'est quelque part un accident historique. Le fait qu'on ait voulu comme ça faire cohabiter au même endroit des populations aussi différentes, qu'on ait importé dans notre pays des millions de Français qui sont finalement des Français qui sont seulement des Français administratifs, qui ne sont pas Français de sang donc, et en plus majoritairement même pas Français, je dirais, de cœur. Bah ça, c'est un accident historique, c'est un interlude auquel nous proposons d'apporter une réponse en opérant ce qu'on peut tout simplement considérer comme un retour au pays, un retour à la patrie, c'est-à-dire la remigration, c'est le retour d'un grand nombre d'immigrés vers leur patrie, c'est-à-dire la terre de leur père, puisque pour une grande partie, pour une majorité peut-être, ils ne se reconnaissent pas dans ce pays, ce qui fait qu'en conséquence, un certain nombre de Français aussi ne les reconnaissent pas comme leurs compatriotes. C'est la remigration, c'est cette idée-là. En fait, il ne s'agit pas juste de stopper l'immigration. Stopper l'immigration, c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez commun dans le débat public finalement. Je suis sûr que petit à petit, la majorité des forces politiques vont venir vers cette idée d'un frein assez important, voire d'un arrêt de l'immigration. Mais il ne s'agit pas seulement de stopper l'immigration, mais bien d'engager le processus inverse. Pourquoi? Parce qu'on constate que la société multiculturelle, c'est un échec. La société multiculturelle, ça donne la société multiconflictuelle. On constate que la société multiraciale, qu'on nous avait vendu comme un paradis, le paradis de l'échange, du mélange, etc., tout au contraire, ça donne un enfer. Ça donne la société multiraciste, c'est-à-dire celle de l'affrontement de tous contre tous, et on le voit dans une société française qui se communautarise, parce que cette importation massive de populations étrangères, qui se regroupe
qui créent des ghettos. Non pas, on n'impose pas des ghettos, comme on le voit souvent dans le discours ambiant, où on a un peu l'impression toujours que l'immigré serait comme ça la victime à qui on imposerait les choses. C'est cette idée, on est allé les chercher, on les a parqués, etc. Moi je crois au libre arbitre, tout simplement. Je suis pas non plus dans cette espèce de vision rousseauiste ou quasiment colonialiste, où comme ça l'immigré serait le pauvre R qui subirait toutes les volontés du méchant occidental. Non, les ghettos se créent naturellement par une logique de regroupement ethnique, de regroupement culturel, de communautés qui deviennent si importantes sur notre territoire qu'elles tendent à se regrouper. Ce constat de l'échec de la société multiculturelle, de l'échec de la société multiraciale, de la transformation de ce qui devait être un enfer en un véritable paradis, donc de troubles majeurs à notre vivre ensemble, c'est-à-dire le vivre ensemble, si on ne le considère pas comme un concept idéologique, c'est l'idée qu'on puisse ensemble faire société, comme on dit à gauche, faire France. Ce constat de l'échec, il est largement partagé. On voit par exemple dans quasiment toutes les enquêtes d'opinion récentes que l'idée d'un trop-plein d'immigration en France, l'idée d'un rejet de l'islamisation de notre pays, l'islamisation étant un petit peu la partie la plus visible de cette immigration, puisqu'elle tend à une transformation très rapide. On le voit notamment avec les constructions de mosquées, les revendications, etc. L'islamisation est un peu la partie la plus visible, la plus en avant de la transformation de notre société à travers l'immigration massive. On voit que donc, le rejet de l'immigration, le rejet de l'islamisation sont aujourd'hui majoritaires dans l'opinion française. On voit que par exemple dans le cas du Front National, les solutions que ce parti tente d'apporter aux problèmes identitaires tout simplement de notre pays, je pense la priorité nationale, l'arrêt du regroupement familial, le retour aux frontières nationales, toutes ces solutions-là sont plébiscitées, sont aujourd'hui majoritaires dans l'opinion. On dit, nous, qu'aujourd'hui, il faut passer d'une logique de constat à une logique de réponse. C'est ça, le rôle du politique, c'est de constater le problème et de venir y apporter une réponse. D'ailleurs, singulièrement, ceux qui disent qu'ils ne voient pas le problème sont en général ceux qui n'ont pas le courage d'apporter les réponses, et c'est particulièrement vrai dans la question de l'immigration et de l'identité. La remigration, pour vous répondre tout simplement, c'est simplement le retour dans leur pays d'origine, de manière pacifique, concertée, politique d'une grande partie des immigrés extra-européens qui sont aujourd'hui présents sur notre territoire. Nous considérons, nous, que c'est la seule solution qui permette de répondre à l'ampleur du phénomène. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important dans notre pays, et surtout d'éviter le chaos. Alors vous venez de dire que la remigration était la seule solution, mais pourtant, certaines personnes disent qu'il y a d'autres options. Par exemple, on entend parler de l'assimilation, du communautarisme ou de la réconciliation. Quel est votre avis sur ce sujet ? Vous avez mis le doigt dessus, ces prétendues solutions sont d'autres options pour aménager le multiculturalisme, pour aménager la société multiculturelle. Moi, je ne suis pas un alter-immigrationniste, je ne cherche pas à trouver une forme de multiculturalisme sympa, d'aménagement. Je dis que ça ne fonctionne pas, ça n'a fonctionné nulle part. On peut penser au Liban, à l'ex-Yougoslavie, au conflit israélo-palestinien, à des pays ultra-violents comme ultra-racistes comme le Brésil, l'Afrique du Sud, les États-Unis. Voilà, on ne peut pas faire cohabiter comme ça des populations aussi différentes, ça ne fonctionne pas. Donc toutes ces formes, ces prétendues solutions ne sont en fait que des formes d'aménagement du multiculturalisme, de la société multiculturelle. Je dis que la remigration est la seule solution parce que c'est la seule solution réelle et c'est aussi la seule solution pacifique qui ne nous entraîne pas vers des drames, ce que je crois malheureusement être le cas des solutions que vous avez parlé. Mais évoquons-les justement. Je considère que, si vous voulez, quand on fait de la politique, c'est déjà très ennuyeux de se mentir à soi-même, mais en plus quand on fait de la politique, de mentir aux autres, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un s'imagine que nous allons assimiler la dizaine de millions de musulmans qui sont de plus en plus revendicatifs que l'on a sur notre territoire, dont on voit un peu la partie la plus avancée, la plus radicalisée, c'est le terme à la mode, mener désormais le djihad en Syrie, en Irak, notamment en persécutant des minorités chrétiennes, en commettant des actes qui sont des actes de barbarie. Est-ce que
on va se réconcilier avec ces sympathiques supporters algériens qui, à la moindre occasion, nous jettent au visage leur patriotisme étranger sur notre sol en arborant des drapeaux algériens, dans le cadre sportif évidemment, là, on l'a constaté il y a encore quelques semaines. Est-ce que d'un coup, ceux qui brandissent des étendards du djihad dans les manifs prétendument de soutien à Gaza vont devenir de parfaits Français, remplacer leur étendard du djihad pour les uns, leur drapeau algérien pour les autres, par des drapeaux tricolores et se mettre à chanter la Marseillaise au garde à vous? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors je sais, on va me dire qu'il s'agit là de minorités sur lesquelles je focalise. Moi je dis que ce sont des minorités agissantes, des minorités qui s'expriment, mais il n'est pas certain qu'elles ne reflètent pas la pensée d'un grand nombre d'immigrés extra-européens, et si ce n'est peut-être même d'une majorité. Alors, je sais, on va aussi me dire que c'est la faute de la France, parce que c'est toujours la faute de l'autre, hein, encore une fois, c'est un peu cette logique rousseauiste, un peu colonialiste, quasiment marxiste même, où on en vient toujours à un peu priver l'immigré de son libre arbitre. Donc si l'immigré ne s'est pas assimilé, c'est évidemment la faute de la France, la faute du français. C'est un discours qu'on retrouve même parfois à droite, hein, pas uniquement à gauche. C'est la faute de la France qui n'a pas assez bien assimilé. Il faudrait donc une politique d'assimilation plus volontariste, plus ferme, etc. C'est en partie vrai. Effectivement, à un moment, la France a abandonné la politique d'assimilation. On est passé à ce qu'on a appelé l'intégration, c'est-à-dire juste une intégration économique et sociale. Il y a quand même une différence avec l'assimilation qui entendait une logique quand même de dépouillement de son identité d'origine, etc. On est passé à l'intégration, puis aujourd'hui on le voit, maintenant à gauche, le nouveau terme utilisé, c'est l'inclusion. C'est-à-dire l'inclusion, ça veut dire que justement on est dans cette logique où c'est la société d'accueil qui doit faire l'effort. Néanmoins, même si c'est en partie vrai que la République française a abandonné cette logique d'assimilation, aujourd'hui, c'est plus une solution opérante, c'est plus une solution qui peut suffire. On pourrait avoir la politique d'assimilation la plus ferme qui soit, on ne pourrait pas assimiler comme ça ces millions d'immigrés ou descendants d'immigrés qui sont sur notre sol et qui ne se reconnaissent pas d'une manière ou d'une autre dans notre identité parce qu'ils en sont trop éloignés tout simplement. Vous connaissez la formule, on peut assimiler des hommes, hein, des individus, mais on ne peut pas assimiler des communautés, et aujourd'hui c'est à des communautés qu'on a affaire. On peut assimiler des hommes, parce que moi je veux bien reconnaître la possibilité de l'assimilation, je crois qu'elle existe, mais l'assimilation comme démarche individuelle, comme démarche profonde, et d'ailleurs pas comme une démarche qui viendrait d'en haut imposée par l'État, je crois que c'est au contraire un choix personnel. L'assimilation, moi, je la conçois quasiment comme une conversion, je veux dire c'est quelque chose de vraiment d'intérieur, de très profond, très proche de l'idée d'une conversion religieuse. D'ailleurs, je mets le doigt là-dessus, mais on voit souvent que les personnes qui s'assimilent réellement à la nation française, au bout de leur démarche, vont jusqu'à, quand elles n'étaient pas de confession chrétienne, jusqu'à une conversion religieuse au catholicisme. C'est un phénomène que j'ai souvent observé, c'est-à-dire on voit que l'assimilation est poussée jusqu'au bout, et effectivement, moi je suis de ceux qui pensent qu'il y a un lien profond entre la France et la religion catholique. Je ne parle pas forcément de foi, mais aussi de culture, et bien on voit que ceux qui veulent réellement s'assimiler poussent cette démarche jusqu'au bout. Ça me semble assez significatif. Mais on ne peut pas considérer que l'assimilation massive soit la réponse à l'immigration massive. Ce dont je parle, c'est un très petit nombre d'individus. Aujourd'hui, on est confronté à deux choses. L'importance de la masse de l'immigration, de la population immigrée, et aussi l'éloignement entre les identités d'origine et l'identité française et européenne. Et ce sont ces deux phénomènes, cette conjonction, le nombre, mais aussi la nature de l'immigration, des immigrés, qui font que cette assimilation est devenue aujourd'hui quasi impossible. D'ailleurs, des gens qui sont des grands défenseurs de l'assimilation, je pense à la présidente du Front National Marine Le Pen, au journaliste essayiste Éric Zemmour, pensent aussi ça, que aujourd'hui, la nature et l'importance, le nombre de l'immigration font que cette assimilation, quand bien même serait-ce un idéal, on peut en discuter, mais en tout cas aujourd'hui n'est plus possible, elle est rendue impossible. Ensuite vous m'avez parlé, je crois, de la logique de réconciliation, c'est ça. S'agissant des groupes qui prônent la réconciliation, on va peut-être quand même arrêter de se mentir un petit moment. Il me semble, moi,
que la majorité des immigrés ou des descendants d'immigrés qui rejoignent ces formations je sais pas comment dire, politiques, enfin, le font quand même davantage par détestation des USA, par détestation d'Israël, que par amour de la France. C'est pas un patriotisme français qui l'émeut, mais plutôt une détestation d'autres pays ou d'autres politiques étrangères, selon comment on veut se placer. Moi je suis peut-être un petit peu exigeant, mais enfin le fait de détester les USA ou la politique américaine, le fait de détester Israël ou la politique israélienne, ça suffit pas à mes yeux pour faire un Français. Moi je constate, hein, je parle souvent plus avec des post-jugés qu'avec des préjugés. Je constate par ailleurs, quasiment quotidiennement, un peu l'échec de cette logique. Je suis moi un activiste identitaire, un patriote français et européen. Tous les jours, quasiment, je reçois des messages de menaces sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Où on me reproche notamment mon combat contre l'immigration, contre l'islamisation de la France et de l'Europe. Et quand je vais un peu regarder les profils sur Facebook de ces gens qui me menacent, je vois quoi? La grande confusion. La grande confusion qui est entretenue un peu par cette logique de réconciliation, là, où on voit finalement des profils Facebook où se côtoient d'un côté des références djihadistes, de l'autre des sketchs de Dieudonné, etc. Bon, je dis moi au bout d'un moment, les fameux patriotes musulmans, l'expression consacrée, ils existent sûrement, mais quand on m'en parle, j'ai toujours un peu envie de citer la fameuse phrase, le fameux dialogue d'Audiard sur les poissons volants. Hein, je veux dire, ça existe, mais a priori, c'est loin d'être la majorité du genre. Voilà. Donc, j'ai l'impression finalement qu'avec ces groupes là, qui prônent la réconciliation, etc., en plus il y aurait quand même des termes à définir, parce que moi je sais pas avec qui je dois me réconcilier, je veux dire qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai été méchant, est-ce que j'ai fait du mal. Dire, moi dans ma famille, personne n'a jamais profité de l'immigration, on n'a fait que la subir, je suis pas un descendant d'esclavagistes, enfin vous voyez, il y a une espèce de logique quand même un peu de réconciliation, il y a réparation, il y a quand même un peu toujours hein, la logique du mea culpa, de la culpabilisation, ça me dérange assez, mais enfin... surtout, moi je vois l'échec, j'ai l'impression que finalement, loin d'avoir rapproché des jeunes immigrés ou descendants d'immigrés de l'amour de la France, ou de la civilisation européenne, ces théories de la réconciliation, souvent très très mal digérées, elles ont plutôt participé au contraire à nourrir une certaine forme de haine de la France et des Français, en incluant notre pays, notre peuple, dans la détestation là, clairement affichée de cette espèce de bloc occidental, ONI, AI, etc. Donc là, il y a quand même, à mes yeux, échec patent. Voilà, moi je juge toujours l'arbre à ses fruits. Et puis je crois que vous m'avez parlé aussi de logique communautariste. Voilà, donc là on est dans exactement ce que je dénonçais il y a quelques instants, dans l'aménagement. Voilà, donc... ils sont là, faisons avec. Donc ceux qui présentent le communautarisme comme une solution, comme une réponse, ils sont dans une logique bizarre. En fait, pour tenter de préserver notre identité, notre être au monde, notre spécificité, on reconnaîtrait que d'autres ont le droit, sur notre sol, hein, c'est bien de ça qu'on parle, en nos frontières, chez nous, d'exprimer eux aussi leur identité. Mais de l'exprimer largement, parce que ça va, y compris jusque sur le plan juridique, si on est dans une vraie logique communautaire, et on voit par exemple que ça se développe au Royaume-Uni ou au Canada, c'est aussi la possibilité d'avoir, pour l'instant, pour les affaires domestiques, pour les affaires familiales, par exemple des tribunaux appliquant la loi islamique, la charia. Bon. Moi c'est un renoncement que je peux pas accepter. Je peux pas accepter tout ça, parce que simplement, ici c'est chez moi. C'est-à-dire, quand je dis c'est chez moi, moi en fait je suis que le petit maillon de la chaîne, mais quand je dis c'est chez moi, c'est surtout la terre de mes pères et la terre de mes enfants. Et moi je peux pas accepter comme ça que par conséquence de l'immigration massive que je n'ai pas voulu, sur laquelle je et les miens, mon peuple n'a jamais été consulté, etc. Par conséquence, on dise, ben voilà, à partir de maintenant, sur ce sol, ce n'est plus ton identité qui est la norme, c'est un conglomérat comme ça, voilà, d'identités qui toutes s'expriment, voilà, tout le monde a les mêmes droits, etc. Je peux pas accepter ce renoncement. Il y a même d'ailleurs dans les postures communautaristes quelque chose d'un petit peu plus vicieux, si vous me permettez le terme, c'est ceux qui nous disent c'est une posture d'attente. Hein. Tu vois un peu, c'est les gens qui sont très fins. Ils disent voilà, on va faire du communautarisme
Comme ça, les populations, par exemple, vont se réislamiser et ça favorisera leur retour en terre d'islam. Alors je dis, ok mon pote, mais comment tu veux me faire croire que si je laisse la possibilité à d'autres de vivre chez moi comme chez eux, ils auront envie de repartir? C'est une logique qui est vraiment dingue, dangereuse, parce que je pense qu'elle n'aboutira pas du tout à ce qu'on nous prétend, et qu'au contraire, elle va renforcer les communautés étrangères sur mon sol. Si on leur donne leurs droits, quasiment certains vont très loin, en parlant d'une espèce de police interne à la communauté, donc de tribunaux, comme je disais, etc. Puisqu'on va donc encadrer, accompagner ce communautarisme étranger, cette revendication identitaire étrangère sur mon sol, on va l'encadrer quasiment par la loi, et comment on peut croire qu'après ils auraient tout simplement envie de repartir? Nous, on pense qu'au contraire, c'est le fait de marquer, d'établir des frontières très claires entre notre identité et celle des immigrés ou descendants d'immigrés, en disant qu'ici il y a un modèle, une tradition, il y a un peuple historique dans ce pays, et c'est son identité qui est la norme, tout simplement. Nous voulons une société, disons, homogène, simplement, ce qui est le cas de quasiment toutes les sociétés du monde, ce qui est le cas en général d'ailleurs des pays d'origine dont viennent la plupart des immigrés dans ce pays. Je ne sais pas, si tu parles de la société marocaine, la société malienne, la société algérienne, ce sont des sociétés quand même relativement homogènes sur le plan culturel, sur le plan identitaire, sur le plan religieux. Nous on pense que voilà, c'est le fait de marquer des frontières fermes entre l'identité de ce pays et l'identité des immigrés, entre chez eux donc et chez nous, hein, si j'ai encore le droit de le dire, je ne sais pas, c'est ça qui créera les conditions à un moment d'une envie de retour, d'une possibilité de remigration. On ne peut pas être comme ça dans l'aménagement de la société multiculturelle, qu'on parle d'assimilation massive. Encore une fois, je fais la différence avec la logique d'assimilation individuelle dont on peut évidemment discuter, qui existe, mais là on nous dirait voilà l'assimilation massive de je ne sais pas combien, de 10 millions, 15 millions d'immigrés extra-européens, c'est pas une solution. La réconciliation, je crois que c'est un échec patent. Et puis le communautarisme, qui me semble quasiment encore presque la voie la plus dangereuse, parce que là on est carrément dans une logique d'organiser les immigrés chez nous. Donc là on baisse les bras, on baisse les yeux, on baisse la tête. Voilà, moi je crois au contraire qu'il faut clairement réaffirmer notre identité, marquer que nous sommes chez nous, et ce qui veut dire que chez nous on a le droit de décider qui peut rester, et puis que s'il y en a qui veulent affirmer que ce n'est pas chez nous mais chez eux, on peut les inviter à repartir chez eux justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos propositions concrètes? Oui, bien sûr, l'idée c'est pas que d'être comme ça un peu dans le vague, l'affirmation de grands principes, de grands concepts, et j'ai participé à l'élaboration d'une série de mesures concrètes, 26 propositions pour le bloc identitaire. Donc j'invite d'ailleurs tous les gens qui regardent la vidéo à aller voir sur le site du bloc identitaire, donc bloc-identitaire.com. Dessus ils peuvent retrouver ces 26 mesures pour la remigration, donc là qui sont détaillées, expliquées, etc. Parce que je pense que c'est un exercice auquel on doit s'astreindre, un petit peu d'essayer de transformer la belle idée, le concept, en propositions, en mesures concrètes. C'est aussi ça le rôle du politique. En fait, ces mesures, elles s'articulent, disons, en 3 temps. L'évidence, l'absolue nécessité, l'urgence, c'est l'arrêt de l'immigration. Donc l'arrêt de l'immigration, c'est évidemment l'abrogation du regroupement familial, du droit du sol, une batterie d'autres mesures, la refonte des conditions d'acquisition de la nationalité française et aussi de déchéance de la nationalité française. C'est-à-dire que la France doit redevenir souveraine dans l'idée de choisir, de définir qui peut être français ou ne l'est pas. On ne s'impose pas à la France. Évidemment aussi dans cette logique de lutte contre l'immigration, d'arrêt de l'immigration, la définition de nouveaux rapports avec les pays d'émigration, c'est-à-dire les pays d'origine des populations immigrées. La deuxième série de mesures, le deuxième temps, c'est la mise en place de mesures concrètes qui marquent clairement sur notre territoire la différence entre nationaux et étrangers. Dans le cadre des aides sociales, de notre système de santé, etc., donc des mesures d'ordre social, mais aussi dans le cadre de notre identité. On doit passer par la réaffirmation de la primauté absolue de notre identité dans notre pays. Ça semble une évidence, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Nous on considère qu'on peut pas dans un même temps profiter de notre système social, de nos acquis sociaux,
et se situer dans une logique, quasiment une logique de sécession politico-culturelle, hein, comme ça, de communauté, d'affirmation, etc. Ça, c'est pas possible. On doit donc marquer très nettement cette différence entre notre identité, les nationaux et les étrangers. Nous, on pense qu'à travers ces mesures, que je vais détailler un petit peu plus, on va créer une situation, on va créer une envie de retour. Donc le troisième temps de notre proposition, c'est effectivement la mise en place d'aides à la remigration, c'est-à-dire de façon concertée, aider ceux qui le souhaitent, ceux qui en auront acquis la volonté, peut-être aussi par rapport à certaines politiques que nous aurons mis en place, les aider à retourner dans ce qui est, ce qu'ils reconnaissent souvent eux-mêmes comme étant leur patrie, c'est-à-dire la terre de leur père. Pour détailler un petit peu quelques mesures, quand on parle d'arrêt de l'immigration, il y a des choses immédiates, évidentes. L'arrêt du regroupement familial, l'abrogation du droit du sol, l'expulsion automatique de notre territoire des délinquants ou des criminels étrangers. Je rappelle que grâce à Sarkozy, depuis l'abolition de ce qu'on appelait la double peine, des délinquants ou des criminels étrangers, une fois leur peine purgée, à la sortie de leur sortie de prison par exemple, restent sur notre territoire. C'est une mesure complètement folle qui existe quasiment dans aucun pays. On peut évidemment aussi penser à la déchéance rétroactive de la nationalité française pour toute personne naturalisée dans les 10 années précédentes qui aurait commis un délit ou un crime. Je considère que l'acquisition de la nationalité française, c'est un honneur, c'est quelque chose qui nous valorise. Et on ne peut pas comme ça, alors qu'on vient de devenir français, finalement un petit peu cracher au visage de ce pays, cracher au visage de notre peuple en commettant si peu de temps après sa naturalisation un délit ou un crime. Ça me semble une raison largement suffisante pour engager une procédure de déchéance de la nationalité française pour ceux-ci et pour aussi tous les binationaux qui seront rendus coupables d'un crime ou d'un délit. Après tout, puisqu'ils choisissent de garder une deuxième nationalité, que ça leur serve à quelque chose et à nous aussi. La mise en place d'un jet de dénaturalisation hors Union Européenne, sur une période qui pourrait aller de 10 à 20 ans, là aussi c'est une nécessité. Encore une fois, on se situe dans le cadre de ces mesures de frein, d'arrêt de l'immigration massive. Il faut pendant un moment qu'on sanctuarise un peu notre pays pour pouvoir réaffirmer notre identité. Concernant ce qui concerne le volet des mesures sociales, il y a évidemment l'instauration de la priorité nationale qui deviendra effective à partir de ce moment où on aura redéfini qui est national et qui ne l'est pas, où la nationalité française sera à nouveau reliée à l'identité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que finalement, on a complètement cassé ce cercle-là. Identité et nationalité, c'est devenu des concepts assez différents. Et on voit même qu'à travers cette idée de droit de vote des étrangers, on veut même casser le lien entre nationalité et citoyenneté. Ben nous, on pense que l'identité fonde la nationalité et que la nationalité fonde la citoyenneté. Et on est dans une logique tout à fait différente. Donc évidemment, la priorité est nationale, la suppression de l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale d'État, ce qui fait que dans notre pays, des immigrés clandestins se font soigner gratuitement. Ce qui n'est pas le cas, même si on a encore un cadre social assez protecteur, mais ce qui n'est pas le cas des nationaux, ce qui n'est pas le cas des Français. On n'est pas soignés comme ça totalement gratuitement. Des gens qui, dans notre pays, entrent de manière illégale, des immigrés clandestins se font soigner gratuitement. C'est un scandale et c'est un coût énorme pour notre pays. Préférence, donc priorité nationale, locale, même dans le cadre des embauches, dans le cadre des aides sociales, dans le cadre des logements sociaux. Corollaire à ça, très logiquement, c'est aussi l'interdiction de toute propagande, de toute agitation en faveur de l'immigration clandestine. On est quand même aujourd'hui dans un cadre complètement dingue où des associations sont subventionnées par l'État alors que leur objet principal est de faire de la propagande pour un délit, c'est-à-dire l'immigration clandestine. Ça c'est quelque chose évidemment qu'il faudra stopper. Réinstaurer bien sûr aussi le délit d'aide à l'immigration clandestine. Si on aide quelqu'un à commettre un délit, ça s'appelle en droit pénal un complice. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Il faut aussi être très dur envers les patrons voyous, ceux qui font de l'argent sur le dos de l'immigration et de l'immigration clandestine en particulier, en prévoyant là, des peines de saisie des biens, des peines d'amende très importantes qui puissent faire qu'effectivement
pour les patrons, si leur morale, leur sens citoyen ne suffit pas à leur faire prendre conscience qu'user et abuser de travailleurs clandestins est nocif à l'ensemble de notre société, eh bien des peines d'amende, des peines de saisie des biens qui puissent les en dissuader. Réaffirmer notre identité, c'est aussi lutter donc contre l'islamisation. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'islamisation la partie la plus visible, la partie la plus avancée de cette transformation de notre société à travers la présence massive de populations immigrées. Il faut être là très déterminé dans ce sens. L'interdiction de tout financement public et de tout financement étranger de mosquées, l'interdiction des minarets, l'interdiction des prêches en arabe, l'interdiction également de prêcher pour les imams étrangers. Donc on ne peut plus comme ça être soumis à des prédicateurs qui viennent, qui sont souvent quelque part un petit peu des ambassadeurs aussi de pays étrangers, parce qu'il y a un certain nombre de pays où les imams sont liés au pouvoir politique. Ça c'est impossible. Si on veut avoir une politique d'identité et de souveraineté, c'est inacceptable. Il faut évidemment endiguer cette logique un peu d'affirmation, radicalisation, provocation, et interdire tout simplement le voile islamique dans l'espace public. Et je ne parle pas là de la burqa, qui est un peu le voile extra, mais bien du port du voile islamique, qui est d'ailleurs interdit dans un certain nombre de pays musulmans, parce que les musulmans eux-mêmes, dans un certain nombre de pays, ne se trompent pas sur la volonté politique d'affirmation politico-religieuse qu'il y a derrière le port du voile. Et puis je pense aussi qu'il faut avoir une politique de fermeté vis-à-vis de certaines organisations islamiques, pour ne pas dire islamistes. Je pense en particulier à l'Union des organisations islamiques de France, avec laquelle collaborent nos institutions. L'Union des organisations islamiques de France, ce n'est ni plus ni moins que la représentation en France de la doctrine islamiste des frères musulmans. Eh bien, je considère, moi, qu'on ne peut pas accepter, si on est dans une logique d'affirmation de notre identité, de notre souveraineté politique sur notre sol, on ne peut pas accepter comme ça de voir cette organisation manœuvrer sur notre sol. C'est quelque chose qui nous met en danger à terme. C'est une association qui est particulièrement dangereuse, donc, puisque liée aux réseaux internationaux des frères musulmans. La logique d'une nouvelle ère dans nos relations avec les pays majoritairement de la rive sud de la Méditerranée, on doit soumettre nos aides sur le plan économique, mais aussi parfois sur le plan militaire, à une politique franche de lutte contre l'émigration clandestine. Très clairement, on défend sa frontière au-delà de sa frontière, et les pays de la rive sud de la Méditerranée doivent nous aider à lutter contre ce phénomène d'émigration pour eux et d'immigration pour nous clandestine massive. C'est à eux de contrôler notamment les départs, etc. On le comprend bien, que ce soit sur le plan social ou sur le plan identitaire, un certain nombre de ces mesures devraient donner une certaine envie de retour à bon nombre d'immigrés, et arrive donc le dernier volet de propositions qui sont là, la création d'organisations permettant l'aide à la remigration à travers des accords avec les pays d'origine, à travers des aides financières pour la réinstallation. Voilà, ce sont des processus à mettre en place, parce que nous nous situons encore une fois dans une logique de remigration pacifique, concertée, sur la base du volontariat. Un volontariat évidemment que l'on peut appuyer par des mesures d'incitation. Et voilà, ça c'est le dernier volet de ces mesures. Alors je sais, j'entends parfois qu'on nous dit que ces mesures semblent impossibles ou radicales. Moi ce que je crois, c'est que c'est les situations qui créent la possibilité des choses, qu'aujourd'hui on est dans une situation explosive, qu'on n'est pas loin du basculement dans le chaos, et qu'aujourd'hui c'est une nécessité, c'est la réponse la plus réaliste à apporter à ce problème. On a évoqué tout à l'heure un certain nombre de fausses réponses, de fausses solutions. La remigration, encore une fois, pacifique, concertée, à travers la mise en place de ces mesures politiques, est la solution la plus réaliste que l'on peut apporter à cet échec patent du multiculturalisme. Pensez-vous possible qu'un parti politique applique ce programme une fois au pouvoir? Est-ce que c'est réaliste? Déjà, pour paraphraser Richelieu, moi je pense que quand on considère en politique que quelque chose est nécessaire, il faut le rendre possible. Je précise quand même, aucune des mesures qu'on a évoquées dans la question précédente contrevient au droit international, ne viole des traités qui auraient été signés par la France.
une bonne partie de ces mesures sont d'ailleurs appliquées dans des pays amis de la France. Je veux dire, il n'y a rien de, comme ça, finalement de très original, si ce n'est que la situation de notre pays est particulièrement originale. Je crois aussi que c'est ce qui attend de bon nombre de Français. Encore une fois, on le voit de manière récurrente dans les enquêtes d'opinion. Sur les questions de l'immigration, sur les questions de l'islamisation, globalement sur les questions identitaires, une majorité de Français partagent nos analyses. Donc je crois que, effectivement, si on considère qu'il y a dans notre pays trop d'immigrés, si l'on constate le grand remplacement, alors il faut s'efforcer d'y apporter une solution. Et encore une fois, cette solution, la plus crédible, en tout cas à mes yeux, la plus réaliste, justement, pour reprendre votre propre terme, c'est la remigration. C'est la remigration parce que toutes les autres possibilités ne sont finalement que des écrans de fumée. C'est des écrans de fumée, et on va dire au mieux, c'est reculer pour mieux sauter. Hein. Vivre dans une société communautarisée pendant 20 ans pour de toute façon finir par sombrer dans le chaos, je crois pas que ça soit faire un beau cadeau à la France, aux Français et notamment aux générations qui vont nous succéder. Moi je pense qu'en politique il ne faut pas avoir d'agenda caché. Hein. Il faut dire la politique que l'on veut mettre en place, il faut être plutôt dans une démarche volontariste, et puis si on croit que quelque chose est juste et bon, que quelque chose est nécessaire pour le bien commun, il faut s'efforcer d'en convaincre les électeurs. C'est la façon dont moi je conçois la politique. Donc pour en revenir à votre question, c'est l'idée, est-ce qu'on peut défendre finalement la remigration dans le cadre d'un programme électoral et l'appliquer dans le cadre d'une prise de pouvoir. J'ai envie de rappeler que tout d'abord le principal parti patriote français, le Front National, a longtemps eu dans son programme l'idée d'inversion des flux migratoires. L'inversion des flux migratoires, c'est rien d'autre que la remigration, dit comme ça avec un enrobage un peu technocratique, mais l'inversion des flux migratoires, ça veut dire qu'on va au-delà du fait de stopper l'immigration, mais qu'on inverse les flux. C'est la logique du rapport immigration-remigration. C'est une position qui a été reprise à son compte aussi par Marine Le Pen, qui en a parlé à plusieurs reprises. Moi je me rappelle ici même, dans ma ville de Nice, lors de ces journées d'été en 2011, Marine Le Pen elle-même avait parlé de la nécessité d'inverser les flux migratoires. Puis en préparant notre entretien, j'avais noté un petit extrait de la brillante tribune qu'a publiée pendant l'été Aymeric Chauprade, donc, qui est conseiller aux affaires internationales de Marine Le Pen et un des nouveaux députés européens du FN. Il a publié une récente et assez brillante tribune, et il me semble que dans celle-ci, il développait une vision qui est assez proche de celle que nous avons développée, notamment dans cette proposition des 26 mesures pour la remigration. Je vais en lire juste un petit extrait. Donc, notre pays a accueilli des millions de musulmans. Une partie restera, une autre devra partir. Les autres, ils sont nombreux, qui font le choix de l'Oumma plutôt que de la France, qui voilent leurs femmes et leurs filles, qui adoptent la barbe salafiste. Ceux-là n'ont vocation ni à être, ni à rester français. Le refus énergique de l'islamisation, en refusant la construction de mosquées et l'intégration des règles islamiques dans nos coutumes, autant que la réforme profonde des conditions d'accès à l'État-providence, seront les deux choix politiques forts qui créeront les conditions du retour de ceux qui n'ont pas voulu choisir d'aimer la France. On voit quelque chose là qui est quand même assez proche des positions, des propositions que j'ai exposées précédemment. Mais à mon avis d'ailleurs, le Front National n'est pas le seul parti concerné. Je suis persuadé que dans les mois ou dans les années à venir, on va voir une partie de la droite aussi venir peu à peu sur ces positions. On voit déjà que l'idée, le constat du grand remplacement fait son chemin, et je pense que, notamment aussi pour courir après le Front National, qu'elle vend en poupe aujourd'hui, une partie de la droite peut se mettre aussi à parler de remigration. Et je dirais même d'ailleurs, c'est tant mieux. Je pense que c'est une idée suffisamment importante, primordiale, parce qu'elle est la réponse, la solution, pour qu'on souhaite qu'elle devienne quelque chose comme ça, un peu de transversal, une idée un peu qui traverse, qui transcende les clivages, les frontières partisanes. Alors, c'est évidemment logique qu'il y ait une avant-garde, qui mette un peu plus en avant certaines propositions, qui fasse
ce travail gramsciiste, pour utiliser les grands mots, c'est-à-dire un travail de combat culturel, de combat idéologique, et que donc, parce que c'est notamment le rôle, sans doute le rôle principal du mouvement identitaire, ces propositions soient mises sur la table, cette logique de remigration soit mise en avant, pour ensuite, petit à petit, infuser, pénétrer les appareils politiques, disons, institutionnels. L'idée, c'est qu'on ne peut pas se contenter comme ça du constat, et qu'il appartient de proposer des réponses alternatives à la population. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on passe finalement du constat partagé à la solution politique à propager. Et c'est là, notamment, le rôle du mouvement identitaire. Ces solutions, elles n'ont pas pour but, comme ça, que le débat intellectuel, que la discussion, même si c'est agréable, que la scène, l'amour de la disputatio, mais tout au contraire, ces propositions, elles ont vocation à être débattues pour un jour être appliquées dans le cadre de l'exercice du pouvoir. C'est de notoriété publique que, pour ma part, je soutiens Marine Le Pen. Je pense que c'est celle qui a le courage, le tempérament, la volonté pour tenir le gouvernail, hein, dans un moment où on voit qu'on est quand même au cœur d'une tempête. Ça, c'est la réalité. Mais dans la perspective d'une prise de pouvoir politique, que moi j'estime possible, avec le petit coup de pouce toujours nécessaire de la Providence, il faut une boussole, il faut des orientations à notre camp au sens large du terme. Et je me rappelle cette phrase de Sénèque qui nous dit « Les vents ne sont jamais favorables à celui qui ne sait où il va ». Donc j'insiste sur cette idée, il faut que des idées soient portées pour servir de boussole, d'orientation à notre camp politique. C'est aussi notre rôle quand sur la table on met en avant ces propositions, ces mesures pour la remigration. Est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter? Ouais, si vous le permettez, faire un petit peu plus qu'un mot, 4 mots même, pour commencer. Croire, espérer, lutter, vaincre. Je constate malheureusement souvent une forme un peu de désespérance dans nos rangs, chez ceux qui partagent notre vision, qui voient comme nous ce qui est en train d'arriver à notre peuple, à notre pays. Moi je leur dis tout au contraire, il faut espérer. Je leur dis tout au contraire, je suis persuadé, intimement persuadé, que la victoire est au bout du chemin. Vous savez, vous connaissez sûrement cette expression, c'est quand la nuit est la plus noire, que le jour est le plus proche. Ben, nous sommes dans cette situation, nous sommes à ce moment-là. Je considère moi-même que nous avons une chance. Je considère que j'ai de la chance de vivre à cette époque. Alors bien sûr, c'est parfois difficile, cette ambiance un peu d'affrontement, de vivre au sein du chaos, au cœur de la tempête. Mais je considère que nous avons de la chance de vivre à cette époque parce que nous avons le choix. Nous pouvons même nous dire que, d'une certaine manière, nous allons pouvoir participer à l'histoire qui se fait. Nous avons le choix entre quoi? Être spectateur du déclin, du chaos, de la mort, ou bien être acteur de la renaissance de notre civilisation. C'est pas toutes les générations d'hommes qui ont eu cette possibilité-là. Eh bien nous, je crois sincèrement que c'est notre cas. Alors, il faut prendre son bâton, se mettre sur la route, marcher inlassablement, convaincre, combattre, s'il le faut. Je suis, moi, persuadé que nous allons vers la victoire. Notre peuple a en lui-même des ressources extraordinaires. Nous sommes les héritiers d'une civilisation magnifique. Nous ne nous laisserons pas abattre par cette petite difficulté momentanée. Nous allons, je crois, voir ensemble la renaissance de notre civilisation. En tout cas, j'y travaille. Voilà. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole.